bonsoir. Bien, bonsoir, merci d'être venu. Je crois que Laurent a tout dit, pratiquement. Comme introduction, c'était parfait. Mais avant un film, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu. Mais si vous voulez, moi je reviens après, on peut en discuter pour ceux qui ont envie de me poser des questions, qu'on parle sur le film et sur cette période qui était une période grecque et naturellement européenne tout à fait différente. Et pour les Grecs très tragique, mais on va parler de tout ça si vous voulez après. Voilà, merci. Alors je vais vous faire une surprise, cher Costa-Gavras, parce que pour faire un film, comme vous le savez, on a besoin de producteurs, on a besoin d'un réalisateur, on a besoin de scénaristes, de personnes qui font les dialogues, on a besoin de techniciens, à la fois au niveau du son, au niveau des accessoires, au niveau de la décoration, au niveau de l'éclairage, plein de choses. Et puis, un film, par nature, ce sont des images. Et pour faire des images, on a besoin de cadreurs, de caméramans. Et il s'avère que, au sein de l'agglomération de Melun-Val-de-Seine, il y a une ville que vous connaissez qui s'appelle Saint-Fargeau-Pont-Thierry, où vous avez tourné quelques scènes d'Éden à l'ouest. Et à Saint-Fargeau-Pont-Thierry, il y a un adjoint au maire qui est dans la salle. J'invite à nous rejoindre. Le prénom vous dira rien, mais le nom vous rappellera quelqu'un. Son prénom, c'est Thierry, et son nom, c'est Liron. C'est le fils de Georges Liron qui a été caméraman pour Z et pour l'aveu. Non, vous dire, pour faire un film, puisqu'il a ouvert ce débat, pour faire un film, c'est quoi? Il n'y a rien. Il faut créer un univers que vous allez voir, comme vous avez vu d'autres univers. Et pour cet univers-là, il faut des gens très spécialisés. Bon, il y a le metteur en scène, l'écrivain, etc. Mais il y a après toute une équipe que vous voyez leur nom à la fin d'un film, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est grâce à eux que cet univers est créé. C'est-à-dire, de rien, on fait un univers, c'est eux qui le créent. Voilà. Et je crois que son père faisait partie de ces personnages extraordinaires qui sont absolument nécessaires pour faire cet univers-là, pour bien le faire. Merci beaucoup. Passez avec nous. Voilà, chers amis, on va lancer le film. Et avant, je vous disais tout à l'heure, c'est avec un grand plaisir, une grande joie, mais aussi une réelle émotion aux côtés de Costa-Gavras, de Thierry Liron, de Mathieu Duchesne et de vous tous que nous lançons officiellement l'année du centenaire de la naissance de Roque Saint-Preux. Je vous souhaite un bon film et je vous dis à tout à l'heure. Elle est députée européenne, que vous savez, pour Saint-Preux, l'Europe était le rêve de toute sa vie, et que, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, l'Espagne va présider le Conseil européen, le Conseil des ministres de l'Union européenne au cours du deuxième semestre de l'année prochaine, et donc elle envisage de faire un certain nombre d'actions. Donc, si vous pouvez diffuser le petit message qu'elle nous a transmis. Bonjour à toutes et à tous, je suis navrée de ne pouvoir être parmi vous pour ce formidable ciné-débat organisé par l'association des Amis de Georges Saint-Preux. Je tiens d'ailleurs à saluer chaleureusement l'ensemble des membres de l'association et Laurent en particulier pour ce bel événement. Je suis certaine que vous avez grandement apprécié la projection du film Z et j'en profite pour saluer et remercier Monsieur Costa-Gavras pour votre présence et surtout votre immense contribution au cinéma et à la culture de notre pays. Merci à vous. Je tenais aussi à l'annoncer à l'initiative de Laurent. Je vais solliciter prochainement la présidente du Parlement européen afin d'organiser plusieurs actions en 2023 visant à célébrer l'année du centenaire de Georges Saint-Preux. Au-delà d'un écrivain, d'un scénariste et d'un homme politique remarquable, il fut un homme engagé et de lutte pour la liberté, pour la démocratie, pour la culture, un homme profondément européen qui aura marqué l'histoire de son pays, l'Espagne, mais également de la France et de la construction européenne. Alors, signe du destin, j'en suis persuadée, le deuxième semestre de cette année 2023, le Parlement européen sera placé sous la présidence de l'Espagne, de quoi entrevoir un événement à la hauteur de cette personnalité historique et exceptionnelle. Je vous propose, Laurent et Monsieur Costa-Gavras,
de vous faire parvenir prochainement ma démarche future auprès de la présidente du Parlement afin d'avoir votre retour et votre soutien et que nous puissions poursuivre cette action ensemble. Voilà, je n'en dirai pas plus. Une nouvelle fois, je remercie Laurent et l'association des amis de Georges Semprún, Monsieur Costa-Gavras, et je vous salue toutes et tous. Et désolé pour les bruits, je suis dans un aéroport. À très bientôt. Au revoir. Il y a un projet, donc on a travaillé pendant un moment, mais enfin, au bout d'un moment on a abandonné. C'était à un moment donné, on demandait un montant de se présenter pour être président de la République, avant Mitterrand. Donc il y avait cette idée-là qui circulait partout, parce que le montant avait des pourcentages de jusqu'à 30%, 28%, 30% sur les sondages nationaux. Et c'est vrai qu'on s'amusait beaucoup. Je dis à Georges, il faut qu'on fasse un film sur mon temps président, parce que, voilà. On avait commencé à travailler là-dessus, et puis très vite on a abandonné aussi, parce que ça tournait à la comédie. Voilà, c'est ce type de relation que nous avons eu pendant plusieurs années. Mais finalement, on est resté à ces 3 films. Je dirais malheureusement. Alors, en lisant Mon temps, la vie continue, mais aussi votre biographie, on apprend une chose, c'est qu'il y a un côté local et sénémarnais lors de l'écriture de Z, puisque de mémoire, c'est Semprún qui écrit dans Mon temps, la vie continue. Midi, vous alliez dans des restaurants à Château-Menton, donc au sud de la Seine-et-Marne, pour vous changer les idées. Pouvez-vous nous raconter un petit peu comment vous avez coécrit ce scénario et pourquoi aussi loin de Paris? Pourquoi ne pas avoir, par exemple, choisi d'aller chez Simone Signoret et Montand à Auteuil? Non, Georges était quelqu'un de très sollicité et de très gentil. Chaque fois que quelqu'un lui demandait soit un article, soit une déclaration, soit d'aller participer à un meeting, etc., il y allait. Et on a commencé à travailler sur Z, et je me suis aperçu au bout de 2 semaines que c'était impossible. Parce qu'il s'arrêtait, on recommençait, il partait, il revenait, il pouvait refuser. Donc j'ai décidé à un moment donné, j'ai dit Georges, on va s'enfermer. On a demandé à des amis, Montand et Signoret nous ont dit venir à la campagne, mais la campagne était aussi un endroit où pendant le week-end, il y a des gens qui, Montand, Signoret y allaient, et des amis parfois, donc c'était pas possible. Et un ami de Georges, docteur, il avait une maison en loin de Paris, et donc il nous l'a prêté. Et pendant un mois, un peu plus d'un mois et demi, on s'isolait complètement, et on travaillait du matin au soir sur le scénario. Voilà, on s'arrêtait naturellement pour aller au village voisin pour jouer au flipper, voilà. Georges était très fort en flipper et en volleyball. Mais là, on ne pouvait pas jouer au volleyball parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes que nous deux. Et nos femmes venaient juste pour déjeuner avec nous et on les renvoyait très vite pour ne pas avoir d'autres, dérangements, pour rester complètement avec l'histoire. Et voilà, c'est comme ça que je lui faisais des propositions, il écrivait, on les voyait ensemble, etc., etc. Voilà. Et on a fait le film à une vitesse assez étonnante, parce qu'il y avait une urgence. J'avais décidé de faire le film après les coups d'État, et Georges aussi, il pensait qu'il fallait le faire le plus vite possible. Et cette urgence-là a fait que nous sommes isolés, et que nous l'avons fait très vite, c'est-à-dire 1 mois et demi à peu près, ce qui est très rare pour un scénario. On prend plusieurs mois, on prend du temps, etc. Voilà. Mais on a vécu pendant toutes ces, 7 semaines, 6-7 semaines, qu'avec le film. Donc nous étions complètement imbibés. Et Georges faisait des belles propositions, comme vous en avez entendu. J'ai entendu quelques-unes qui m'ont fait rire à la fin, avec les généraux, etc., parce qu'il était complètement dans le fait idéologique, parfaitement. Il comprenait l'histoire parfaitement. Il avait presque prévu, d'une certaine manière, m'avait-il dit, quand il a su cet assassinat, il m'a dit, voilà, ça ne peut finir que comme ça. Une dernière question de ma part avant de passer au public. Comment vous avez découvert le livre, puisqu'avant que ce soit un film, c'est un livre de Vassili Vassilikos. Est-ce que quand vous avez lu ce livre, donc, dans les circonstances que vous avez lues, est-ce que vous avez dit tout de suite, il faut que je fasse ce film? Non, c'était un de ces hasards qui arrivent dans la vie qui font qu'il change complètement la vie. J'étais à Athènes voir mes parents, et en partant un vendredi soir, un vendredi après-midi, mon frère
m'a donné ce livre en me disant, lis ce livre, c'est un ami, on était ensemble dans l'armée, et c'est un beau livre. Moi, je me méfiais un tout petit peu, il y avait un grand Z devant la couverture, j'ai trouvé ça un peu gros, et puis j'ai commencé à le lire, et j'étais pris complètement. Le lendemain, samedi, j'ai fini le livre, j'étais assez fasciné. Et je ne pensais pas vraiment à un film, parce que la Grèce, c'était bon, moi je travaillais en France, et le dimanche matin, très tôt, Georges Semprin m'appelle. Il me dit, tu as vu ce qui s'est passé en Grèce? Il y a un coup d'État, les colonels ont pris les pouvoirs. Voilà, c'est commencé comme cela. On s'est réunis à midi avec les montants en seigneurie en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire? Chris Malker aussi était avec nous. On va faire signer des pétitions, on va faire des sittings devant l'ambassade et tout cela, tous ces manifestations, tout ce mouvement que l'on fait et qui au bout d'un moment naturellement se perdent peu à peu parce que chacun voit son travail et puis le drame s'éloigne peu à peu malgré que le pays qui a ce genre de drame continue à les vivre. Nous en France on fait ce qu'on peut mais on ne peut pas faire beaucoup non plus. Mais je dis à Georges à un moment donné, je l'ai pris de côté, je lui ai dit moi j'ai ce livre, cette histoire-là qu'il connaissait. Mais le livre n'était pas encore complètement traduit en France. Je lui ai dit, je vais faire le film. Et c'est parti comme ça. Alors, on a commencé à travailler, on a fait, comme je vous le disais, très très vite le film, précisément, pour pouvoir le faire aussi rapidement que possible. Quelques questions? Charles Stein. Merci d'abord pour cette soirée. Je voulais poser une question à M. Costa-Gavras. Est-ce que cette version du film est différente de la version qui a été commercialisée? Non, non, c'est la même version depuis le début. Pas une image n'a changé depuis le début. J'ai suivi le film. J'ai revu une partie ce soir, vers la partie finale. Non, aucun changement. Et d'autre part, Yves Montand avait une relation très particulière avec Melun. Vous le savez peut-être. Dans cette salle, Yves Montand venait faire la répétition de tous ses récitals à Paris, que ce soit au Théâtre de l'Étoile ou à l'Olympia. Il venait, il était très lié avec le propriétaire de cette salle, et il venait faire sa répétition générale, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, la veille de ses concerts. Donc il avait un lien à Melun, et je crois qu'il avait un autre lien, Laurent, tu le sais, c'est un tournage d'un film qui a eu lieu aux établissements Gruber, qui était un film extrêmement important également, dont le nom m'échappe, vu l'âge, probablement. Merci de votre réponse. Juste pour répondre à la question de Charles, c'est l'avant-dernier film avec Yves Montand, c'est Nechaïev est de retour, l'adaptation de l'ouvrage de Saint-Paul, le film de Jacques Deray. Alors pour la petite histoire, on en parlait tout à l'heure, il y a une anecdote, puisque les RG, les renseignements généraux, avaient reçu une lettre anonyme annonçant le retour d'un certain Nechaïev. Et apparemment, ça avait un petit peu émoussé les services de police départementaux. C'est le commissaire Marlou qui malheureusement a été assassiné à la fin du film. Et donc dans la vestige à Brasserie Gruber, et le côté symbolique, maintenant c'est le tribunal de Melun. Donc c'est ce film-là avec Lindon, avec Montand, avec Miu, avec d'autres acteurs. Les répétitions, cela ne m'étonne pas du tout, parce que avant un récital à Paris, il faisait des répétitions dans la périphérie parisienne, et même un peu plus loin, avec quelques musiciens, 5-6 musiciens, et surtout Bob Castella, qui était son pianiste préféré. Il avait une relation complètement, une sorte de fusion, je dirais, de personnages, absolument extraordinaire. Voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Et puis l'espace est très bon ici, la salle est très belle pour cette acoustique, et pour faire une répétition de ce type. Il préparait la sortie parisienne, comme il disait. Oui, merci Monsieur Costa-Gavras. Il se trouve que demain, il y a une manifestation, en tout cas un rassemblement pour la paix à Melun, sur la place Saint-Jean, à 10h. Donc le film est vraiment tombe à point nommé.
Donc on est toujours dans cette situation où il y a la guerre partout. Alors là, évidemment, c'était une manifestation dans un pays où c'était une dictature, hein, enfin en tout cas la dictature arrivait. Nous, on n'est pas en dictature, dans une république du 49-3, c'est pas du tout pareil. Mais voilà, donc en tout cas demain, tous ceux qui ont du temps à passer pour la paix, ils pourront venir à 10h donc à la place Saint-Jean. Merci. Les manifestations de la paix sont importantes, il faut toujours en faire à mon avis, surtout en ce moment. Ce qui nous arrive en Europe, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Il y a l'Europe, en pleine Europe, la guerre, c'est inacceptable. Bonsoir, monsieur Cabras. Je voudrais avoir je suis un peu ému, votre avis sur la situation actuelle, enfin, votre avis de cinéaste engagé sur ce qu'on vit actuellement en Europe, un petit peu partout dans le monde, quoi. Voilà. Écoutez, d'abord le mot engagé. À partir du moment où nous faisons des films, d'une certaine manière, nous sommes tous engagés, n'est-ce pas? Nous adressons à vous. Et c'est un engagement. Alors quand je traite des histoires comme ça, évidemment, c'est un engagement plus fort. Bon, je vais essayer de répondre à votre question. Je crois que en France et au monde, nous vivons une période historique unique. Et nous la vivons aussi au cinéma. L'audiovisuel d'une manière générale. Avec les nouvelles très grosses compagnies qui commencent à produire, Netflix, Amazon, etc. Et on ne sait pas très bien où on va. Voilà. J'espère qu'on finira par les contrôler d'une certaine manière, pour qu'ils se mettent un tout petit peu au diapason cinématographique que nous avons en France. Voilà. Qui, à mon avis, pour produire des œuvres libres, audiovisuelles, que ce soit le cinéma, que ce soit la télévision, il y a une certaine liberté et une certaine ouverture aussi. Et il faut que ça continue. Je ne sais pas si vous le savez, pour le cinéma, par exemple, nous faisons à peu près chaque année 300 films. Il y a beaucoup de femmes qui font des films, il y a beaucoup de premiers films, et il est plus facile que n'importe où ailleurs de faire un film comme les auteurs le veulent, dans la liberté, et avoir assez d'argent, pas toujours suffisamment, mais enfin assez d'argent pour voir le film. C'est unique. Et tout cela peut changer, alors, sur le plan cinématographique. Alors, sur le plan, disons, largement politique, ben, nous vivons une situation complètement unique. Voilà. Et je crois que l'Europe, qui devrait être une force très puissante, sur tout le plan, que ce soit la culture, que ce soit l'économie, que ce soit l'éducation, devrait être en tête. Nous ne le sommes pas. Et nous sommes très divisés, malheureusement. Voilà. Or, ça pouvait faire un exemple extraordinaire en Europe, et nous ne l'avons pas, malheureusement. Mais ce sont des idées personnelles, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire que c'est ça la vérité, ou que j'ai aucune idéologie, aucune vision pour le futur là-dessus. C'est tellement énorme et vague, mais j'ai réfléchi et c'est à peu près ça mes idées. Mais si vous voulez, on pourrait parler en détail beaucoup plus longuement, si vous voulez. Bonsoir, monsieur Costa Cabras. J'avais deux questions à vous poser. La première, c'est savoir si vous avez de nouveaux projets cinématographiques. Et la seconde, c'est ce que vous pensez de l'importance que prennent aujourd'hui les plateformes de distribution telles que Netflix ou Amazon vis-à-vis du cinéma engagé que vous représentez si bien. Non, j'ai des projets personnels. Je travaille sur un projet et je pense que je vais pouvoir le réaliser. Je n'aime pas parler de mes projets. Je préfère parler quand les projets sont réalisés, qui sont des films. Là, on peut en parler. Mais avant, c'est très vague. Vous parlez de Netflix. Netflix, c'est ce que j'ai essayé de dire avant, c'est un énorme problème. Énorme problème. Pourquoi? Parce que Netflix n'a pas de projet culturel. Il a un projet économique. Netflix s'en fiche combien de gens iront voir le film, il s'intéresse combien d'abonnés paieront chaque mois les 7, 8, 10 dollars, enfin euros ou dollars, ce que vous voulez. Voilà leur projet.
À partir de ce moment-là, ils choisissent des films qu'ils veulent, ils produisent des films de certains metteurs en scène importants pour l'image, et ils produisent beaucoup de films comme ils le veulent eux, c'est-à-dire des choix personnels, c'est ce qu'ils pensent que le public peut aimer, et puis ils font des séries, etc., etc. Mais le problème, c'est que, en même temps, et ça continue comme ça, s'il n'y a pas un barrage très solide, nous, Français, enfin, que la France, que ce soit nous, cinéastes, et que le gouvernement essaye d'arrêter, pour essayer d'introduire quelques règles. Mais c'est très difficile. Si cela ne s'arrête pas, ils vont contrôler complètement l'audiovisuel. Ils feront les films qu'ils veulent, ils vont faire le même film. Celui qui marche, ils vont le répéter plusieurs fois, etc., etc. Voilà. C'est ça les grands problèmes. Mais il y a quand même un avantage pour le Flix. C'est-à-dire qu'il a permis, ce système-là, d'avoir, il a permis à beaucoup de gens qui n'ont pas d'accès aux salles, pour des raisons économiques ou des raisons géographiques, ils ont accès aux films. Ils peuvent voir des films. Voilà. Ça, c'est le petit avantage, même un avantage important. Mais parallèlement, il peut nous faire nourrir, il peut produire ce qu'ils veulent et contrôler complètement la production si on ne se lève pas et si on ne se bat pas. Voilà. Il va de même pour les autres, n'est-ce pas, pour les autres plateformes, donc Amazon, etc., etc. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. C'était aussi bien... Toutes les Amazones, absolument. Oui. Et je me demandais quelle était... pardon. Je me posais la question de savoir, justement, c'est le cinéma engagé qui est le plus en danger dans ce genre de situation de réduction de l'offre de la distribution. Oui, si on n'arrive pas à produire, en France on est libre de produire ce qu'on veut. Tout ce qui, il y a 300 films, comme à peu près plus de 300 films, comme je disais, ils touchent à tous les sujets. On aime, on n'aime pas, et ils sont là, ces films-là. Donc il y a cette liberté. Et aussi il y a des aides de toutes sortes pour que ces films-là puissent se faire, comme les metteurs en scène, comme les auteurs le veulent. Mais évidemment, si Netflix et les autres, ils vont contrôler complètement la production, bah, vous allez avoir une monoculture totale, cinématographique et audiovisuelle. Oui, donc Thierry Liron, on se connaît maintenant. Bon, votre film est un chef-d'œuvre, hein, il n'a pas pris une ride. Il est toujours d'actualité. Je pense que c'est à ça qu'on reconnaît les chefs-d'œuvre. Je ne peux pas vous dire que vos images sont superbes, étant le fils du caméraman et le filleul du chef opérateur, mais je vous le dis quand même. Je voulais savoir par rapport à votre chef opérateur, donc Raoul Coutard, qui incarne la nouvelle vague avec Jean-Luc Godard. Comment vous vous situez par rapport à la nouvelle vague? Est-ce que vous en avez fait partie déjà? Et comment vous vous situez par rapport à ces cinéastes? Non, c'était un grand qui a surgi avec la nouvelle vague un peu avant aussi, puisqu'il a fait des actualités, il était un grand chef opérateur, il tournait d'une manière très personnelle, c'est-à-dire il permet aux metteurs en scène d'éclairer et de tourner. Tandis qu'avant, on faisait un plan dans votre direction, quand on tournait, on pouvait faire autre chose, il fallait refaire entièrement l'éclairage. Avec Raoul, on entrait dans une pièce et on commençait à tourner très vite, sans trop s'arrêter, sauf pour des petites rectifications qu'il faisait ici et là, pour ne pas avoir des grosses ombres, pour, quand il y avait des dames aussi, ne pas les favoriser un tout petit peu, etc. etc. Et il avait un autre avantage, il faut dire aussi, Raoul. Il a commencé à travailler avec une nouvelle pellicule, la Tri-X, c'est-à-dire une pellicule très rapide, 3 ou 4 fois plus rapide que les pellicules habituelles avant. Donc ça permet d'avoir moins de lumière. Mais il y avait aussi le défaut, c'est que les lumières parfois éclataient tellement, ils envahissaient complètement l'écran. Donc il était obligé de trouver une sorte d'équilibre entre la caméra et les lumières. Ça, c'était son grand talent aussi. Voilà. Et aussi la possibilité de tourner sans avoir à perdre beaucoup trop de temps, comme on le faisait avant, en changeant constamment la lumière. Et c'était un homme très gentil. Je vais vous dire une toute petite chose. Quand je l'ai rencontré, on devait faire ce film à l'Algérie parce que c'était le seul pays où on a trouvé une ville, comme Alger, qui ressemblait un tout petit peu à la ville Salonique, grecque, qui correspondait un tout petit peu au film. Et on avait tous une sorte d'appréhension. Parce que Raoul, c'était quelqu'un, il a fait l'Indochine, il était très à droite. On se disait comment il va vivre avec les Algériens.
eh bien, il était formidable. Il y avait des techniciens algériens, machino-électro, etc., qui n'avaient pas beaucoup d'expérience cinématographique. Il les enseignait. Il les disait, voilà, on le fait comme cela, comme un frère. C'était émouvant tout le temps avec lui. Et il avait aussi 2 assistants, dont Georges, qui étaient des personnages assez étonnants. Voilà. Bonsoir Monsieur Costa-Gavras. Merci pour ce film. Voilà, je voulais poser une question assez simple. En discutant avec des gens un peu plus jeunes que moi, je me rends compte que la plupart ne savent pas ce que c'est que le franquisme, ne savent pas qu'il y a une dictature en Grèce. Tous ces événements qui sont un peu antérieurs aux années 80 commencent à être un peu invisibles. Est-ce que vous pensez que, à la fois, il y a peut-être des carences dans l'éducation qu'on donne aux plus jeunes, et est-ce que, en termes cinématographiques, il n'y a pas un manque de courage de s'attaquer à ce genre de sujet, peut-être parce qu'on a peur de ne pas savoir les rendre attractifs, par exemple? Et quelle est votre opinion là-dessus? Bah, vous savez, je crois qu'il y a une nouvelle génération, il ne sait peut-être pas qu'il y avait une dictature en Espagne non plus. Hein. Et que l'éducation, évidemment, peut parler de cela, peut expliquer comment les dictatures ont traversé l'Europe et puis le monde entier, puis il y en a des mois, mais il y a toujours des dictatures. Je ne sais pas, moi, le cinéma peut participer à cette éducation, mais ça n'est pas son rôle. Le cinéma n'est pas un moyen d'éducation directe. Il y a les écoles, il y a les universités, etc., etc. Le cinéma, c'est du spectacle. On est ici, vous allez ici, pour passer 2 heures et avoir des émotions éventuellement, des plaisirs, des émotions, rire, pleurer, être furieux, etc. Tout ce que vous voulez, toutes ces bonnes émotions avec lesquelles on fait quelque chose. Et avec ça, évidemment, parallèlement, peut être aussi une éducation. Mais ce n'est pas tout à fait le rôle du cinéma. Ce n'est pas son premier rôle. Je pense par contre que l'éducation nationale devrait le faire. Devrait dire, voilà, d'abord expliquer ce que c'est qu'une dictature, ce que c'est qu'une démocratie. C'est la base de tout. Je crois qu'il le faut un peu quand même, mais peut-être pas suffisamment. Et puis il y a eu tellement de dictatures, au bout d'un moment, ça s'oublie, et d'autres problèmes arrivent dans notre société. Des gens de ma génération, ils en ont vu des dictatures, ils en ont vu des changements, on continue à en voir. Et on n'a pas fini d'ailleurs, je dis ça pour les plus jeunes. Mais il faut s'intéresser aussi, n'est-ce pas? Il ne faut pas que tout tombe de l'éducation nationale ou que du cinéma. Il faut lire des livres, il faut lire des journaux, enfin il faut s'informer. Oui. Par rapport à la question du franquisme, il y a une évolution en Espagne, puisque le plus important sur l'enseignement par rapport au passé, c'est surtout en Espagne. Et c'est vrai qu'avec d'abord les lois sous la présidence de Zapatero au milieu des années 2000, les choses ont commencé à évoluer, et surtout depuis maintenant 2-3 ans, avec le gouvernement d'un Sanchez, c'est pas Federico Sanchez, mais c'est Pedro Sanchez, Federico Sanchez étant l'un des nombreux prête-noms que Sampron avait en tant que clandestin. Le gouvernement de Pedro Sanchez, vous savez ce qui a été fait par rapport notamment à Franco, et puis une loi récemment qui est passée, je crois, il y a 2 mois, sur la mémoire historique. Donc petit à petit, je dirais la reconnaissance du passé commence à venir, mais c'est pas forcément toujours facile. C'est vrai que c'est, par exemple, continuer sur la question des Espagnols et des Républicains espagnols, cela fait que depuis peu d'années que l'on dit clairement que les premiers chars qui sont rentrés dans Paris fin août, lors de la libération de Paris, portaient le nom c'était des chars des Républicains espagnols de la Nueve qui étaient intégrés dans la 2e DB de Leclerc. Voilà, donc après, c'est vrai qu'il y a quand même des films qui existent par rapport au franquisme, par rapport à la République espagnole, même si on n'a pas suffisamment. Mais c'est vrai que, par exemple, le phénomène gossip a été important. Un film comme Le silence des autres est aussi intéressant. Après, il faut peut-être qu'il puisse y avoir, je n'en connais pas encore aujourd'hui, un grand film, entre guillemets, grand public, qui puisse faire
évoluer les choses sur la dictature. Après, quand on voit Z, certes, il y a pas mal de symboles, on identifie la Grèce, mais je crois, il me semble, Costa Gavras, que pour beaucoup de personnes qui ont vécu dans la dictature, ils ont reconnu ce qui se passait chez eux, que ce soit en Grèce, que ce soit en Argentine ou dans d'autres dictatures. Ça n'a pas été uniquement spécifiquement à la Grèce. Non, on avait décidé avec Georges de ne pas dire ni le pays, de quel pays cela se passait, ni les noms de personnes. Parce que si on commençait à dire des noms grecs, tout de suite, on comprendrait que... Donc, on parle dans tous les films des fonctions. C'est le docteur, c'est le député, c'est etc., etc. C'était pour cela. C'est pour lui donner une sorte d'ouverture au monde, à ce film, pas pour des raisons commerciales, simplement pour se dire que ce type de dictature existe ailleurs. Voilà. On a eu d'ailleurs quelques surprises quand il y a des gens, même au Canada, quand j'allais présenter le film, il y avait un ministre de la police qui ressemblait au nôtre film. Et les gens disaient, ah bah tu as vu notre ministre de la police, donc tu t'en es inspiré. Non, je veux dire, il suffit d'avoir des bons acteurs, en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire comme cela. Je pense que vous, public, vous êtes beaucoup plus préparés à voir les vraies choses, c'est-à-dire les vrais noms, les vrais pays, etc. Il y a une autre éducation qui est faite aujourd'hui, et on peut difficilement aujourd'hui faire un film qui se passe en Grèce, en français. À l'époque, c'était possible. Voilà, on l'a fait comme ça. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible du tout. Donc, le public aussi, c'est beaucoup. On a changé comme public. Et c'est tant mieux comme cela. Oui, je vais reposer une question. Donc, vous êtes cinéaste et on cherche un cinéaste qui pourrait parler de la Commune de Paris, justement pour le devoir de mémoire, où il y a eu 30 000 morts. Et dont on ne parle jamais. 1871, bien sûr. Oh oui, j'ai passé plus d'un an et demi à passer sur la commune et à essayer de trouver une histoire. Et on avait commencé, j'en ai pas parlé tout à l'heure, on avait commencé à parler aussi avec Samprin. Et c'était un projet énorme, parce qu'il fallait reconstituer Paris dans certains endroits. On ne pouvait plus le faire à Paris, tel que Paris est devenu. Et les trucages qui aujourd'hui nous le permettraient de changer Paris, ils n'existaient à l'époque. Donc, on a essayé de trouver de l'argent ici et là, on n'a pas trouvé. La seule vraie proposition de production qu'on a eue, c'était dans les pays de l'Est. Qui, à mon avis, ça serait une contradiction totale. Voilà. Et j'ai abandonné les projets avec beaucoup de regrets, je dois vous dire. Mais c'est un film qui reste à faire. Peut-être même aujourd'hui, une série. Parce qu'il s'en est passé des choses pendant l'école. Qu'on connaît très mal d'ailleurs. Même aux écoles, on enseigne très peu la Commune de Paris. Je fais partie des amis de la Commune de Paris. Une autre question? On va prendre une ou deux dernières questions avant de conclure. Charles? Vous savez, la France est un pays merveilleux, que l'on aime tous, et c'est aussi un pays qui a mal à sa mémoire. Et je donnerai simplement comme exemple que lorsque les Américains ont quitté le Vietnam, dans les 10 ans qui ont suivi le départ des Américains, presque une centaine de films ont été réalisés sur la guerre du Vietnam. Quand nous avons quitté l'Algérie, il a fallu attendre 40 ans pour que le premier film, et qui n'est pas d'un Français puisque c'est Pontocorvo qui a réalisé ce film, qu'une série de films soit réalisée sur la guerre d'Algérie. Donc coller aux événements, coller à l'histoire, pose peut-être pour nous un certain nombre de problèmes que par exemple les Américains n'ont pas eu immédiatement après la guerre du Vietnam.
Non, il y a eu la bataille d'Alger aussitôt après. Mais la bataille d'Alger est arrivée après par les Italiens et par les Algériens, évidemment. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'était le premier film. Ensuite, il y en a eu d'autres, mais il a fallu attendre quelques dizaines d'années. Mais ça continue. Même aujourd'hui, si vous voulez faire un film sur la guerre d'Algérie, vous aurez d'énormes difficultés pour le financer, n'est-ce pas? Et les télévisions ne les prendront pas beaucoup, etc. Vous savez. Enfin bon. Une dernière question. Bonsoir à tous. J'avais une question concernant le rôle des femmes dans ce film. Elles sont extrêmement effacées. J'ai compté peut-être 3, et finalement les rôles sont extrêmement masculins. Ce film est extrêmement masculin. Est-ce que c'était quelque chose de difficile à écrire? Est-ce que vous avez filtré quelque chose, ou est-ce que ça s'est venu naturellement? C'était l'époque qui voulait ça? Et puis, est-ce que vous, puisqu'on a parlé culture, est-ce que vous voyez une évolution dans le cinéma au niveau culturel de la présence des femmes au niveau de l'écran et leur impact sur l'histoire, sur le scénario, sur le déroulement des histoires? Cela correspond à la réalité. Vous savez, on a beaucoup de journalistes dans ce film, il n'y avait pas de journalistes femmes. Et puis la Grèce était, peut-être toujours un peu, mais pas autant qu'avant, un pays macho, comme d'autres pays. Voilà. Pays oriental, il n'y avait pas de femmes beaucoup qui participaient à la politique, pas du tout. Donc il n'y avait pas question d'inventer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on pose partout la question comme vous le faites. C'est-à-dire le manque de femmes devient évident et devient même important. Et ça, c'est un changement formidable. Et d'ailleurs, en France, on peut dire que c'est le seul pays au monde même, je pourrais le dire, où il y a autant de femmes qui font des films. Il y a à peu près 30, 40, 45 films par an de femmes. Ce qui est unique. Regardez en Amérique, il y a un cinéma formidable, énorme, au point de vue production. Eh bien, il n'y a pas de femmes. Il y a des femmes, on peut les compter au doigt de deux mains, et encore une main et demie. Voilà, donc il y a un changement radical, je pense, et je pense que c'est aussi, sur le plan politique, je devrais le dire avant, quand on en parle d'une manière générale du monde aujourd'hui, il y a un fait positif formidable, et ça peut, à mon avis, changer un tout petit peu notre monde, l'introduction des femmes de plus en plus, pas assez, mais de plus en plus, dans notre société, dans les postes dirigeants de notre société. Il n'y en a pas assez, à mon avis, pour voir des changements important, mais je pense que ça va venir. C'est peut-être même, à mon avis, c'est un avis très personnel, c'est le seul espoir que nous avons aujourd'hui dans l'espèce de foutoir dans lequel nous vivons dans le monde. Voilà. Bien. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette soirée. Je voudrais remercier tout d'abord Costa Gavras et son épouse Michel Gavras de nous avoir rejoints ici à Melun pour cette projection. C'est vrai que c'est un film inoubliable et peut-être qu'on aura l'occasion à la fin de notre année du centenaire, peut-être à Volpénique, de mettre un autre film, peut-être l'aveu ou section spéciale, peut-être dans d'autres conditions, mais ce serait intéressant. Je voudrais remercier Pascal Montin et technicien du cinéma Les Variétés de Melun de nous avoir accueillis. Merci à la municipalité de Melun et à Mathieu, à Delphine de nouvel accueil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on espère pouvoir mettre en place, Delphine, la projection d'un film dans le cadre de l'année sans emprunt autour de la journée de la déportation. Et j'ai l'accord de principe de Franck Aprédéris pour venir pour présenter Le Temps du silence. Voilà, donc encore une fois, merci à vous tous et vous toutes d'être venus, en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, n'hésitez pas à lire
et à relire les ouvrages de Saint-Prune, du Grand Voyage jusqu'à Exercice de survie. On apprend énormément de choses. N'hésitez pas à regarder, et beaucoup de films sont disponibles en DVD, les films auxquels il a participé. Dès la guerre est finie, le Stavisky, les trois que vous avez fait ensemble. C'est vrai que et c'est pour ça qu'on a fait cette association. Et je terminerai par ceci, c'est que Saint-Prune était une personnalité où chacune, par son engagement, par ses engagements, par ses évolutions, par ses origines, par son parcours personnel, eh bien, on peut se retrouver dans ce qu'il était. Et pour reprendre cette lettre Z en grec, eh bien, pour nous, comme je disais tout à l'heure, la mémoire de Jorge Saint-Prune, c'est Z, et il est vivant.